Bonjour à tous, ici le Geekophile, je suis avec Florent. Salut. Et on se retrouve pour une deuxième partie des films vus pendant le confinement. Et on va se centrer ici sur les films antérieurs à 2020. C'est ça. Alors voilà, comme on l'a dit en introduction, on va donc parler de films antérieurs à 2020. Et moi je vais commencer avec un premier film en top 5 qui s'appelle Le Jeu. Qui est réalisé par Fred Cavaillés. Fred Cavaillés, je crois qu'il a fait des films de genre français, un peu polar. Ouais, voilà, un peu. Pour elle. Ouais, notamment, ouais. Puis après, il s'est lancé dans la comédie avec Radin. Ouais, c'est ça. Pas le meilleur qu'il ait fait, mais bon, voilà, il a fait un tournant comique. Ouais, c'est un tournant comique. Et celui-là, il est. Ici, c'est un truc. Alors, le concept, c'est une soirée entre amis où ils se disent, bah écoutez, pour que l'on passe une bonne soirée, que les gens ne soient pas sur leur téléphone, on va faire un truc, c'est on met le téléphone autour de la table, enfin dans un plateau, au milieu de la table, et dès que quelqu'un reçoit un message ou un coup de fil, il doit répondre, enfin il doit lire à voix haute ou mettre en haut-parleur pour que tout le monde entende. Donc au début certains se disent non mais ça c'est un coup à foutre la merde, non on va éviter, non. Et puis il y en a qui vont dire bah non mais on a rien à se cacher, on se connaît depuis des années et tout, on se connaît tous bien. Donc au final ils vont tous participer au jeu et de là vont naître quelques secrets en fait qui vont ressurgir, des gens qui vont pas assumer certains secrets qu'ils ont avec leurs amis et qui du coup vont progressivement se révéler. Donc ce film là en fait c'est un peu comme une pièce de théâtre à la française où on est dans un huis clos, dans une salle et puis il va y avoir les conflits, des interactions entre les différentes personnes. Moi j'ai trouvé plutôt bien construit. Je trouve qu'il assume pas totalement le délire sur la fin et c'est ça qui casse un petit peu le truc à la fin. Mais je sais que c'est une adaptation d'une comédie italienne. Alors, je sais pas du tout si ça se passe pareil. J'ai pas vu le film, j'en ai entendu beaucoup parler. Peut-être trop dans l'idée où à mon avis si je vois le film tu vas je vais dire je savais ce qui allait se passer. Mais oui après tu le conseilles, c'est peut-être le genre de film où il faut pas trop en révéler pour. C'est ça, c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus. Mais c'est un film que je trouve se laisse bien regarder et qui est assez sympa. Et il y a quand même un sacré casting dans ce film. Il y a quand même un sacré casting, il y a quand même Roche Dizem, Stéphane Béjo, Bérénice Bejo, voilà, et notamment parce que c'est vraiment que des acteurs qui sont quand même des acteurs connus. Donc ça rend le truc intéressant de voir tous ces acteurs assez connus qui viennent d'horizons différents en même temps. Et moi je trouvais plutôt cool ce film. Non mais écoute, je le mettrai à l'occasion. Alors mon numéro 5, c'est un film que j'ai rattrapé un après-midi sur France 3. Parce que là France 3 il commence à diffuser plein de vieux films l'après-midi. Donc il y a quand même des grands réals là, notamment maintenant il passe du Chabrol, c'est un vrai plaisir. Et là c'est un film de 1959 qui s'appelle Marie-Octobre de Julien Duvivier. Donc Julien Duvivier, il est connu pour avoir fait 2 versions de Poil de carotte ou 2 films sur Don Camillo. Don Camillo, il doit y avoir 6 ou 7 films et lui il a dû faire les 2 premiers. Donc là l'histoire, ça se passe en 59. C'est une femme, donc Marie-Octobre, qui réunit tout son ancien groupe de résistants qui s'appelait le réseau Vaillance. Et elle est réunie, donc tout le monde se dit oh tiens 15 ans après, voilà c'est un peu la réunion des anciens camarades de classe quoi. Donc ils se disent ouais bon enfant, il y en a qui ramènent un peu de bouffe, ils discutent tranquillement, tout ça, tout va bien. Et elle à un moment elle sort, elle fait oui voilà si je vous ai tous réunis ici, c'est pas pour se renvoyer des banalités. En fait il y a 15 ans, notre réseau a été vendu à la Gestapo par l'un de nous. Donc elle dit, voilà, il y a un des membres de notre groupe, comme vous le savez tous, qui s'est fait abattre par la Gestapo ce soir-là. Et nous devons savoir qui est le responsable. Alors t'en as certains qui vont dire, non mais attendez, c'est bon, ça fait 15 ans, il faudrait peut-être passer à autre chose quoi. Et t'en as d'autres qui se disent, non mais c'est important quand même de savoir ce qui se passe et tout. Donc ils vont commencer un peu à mener l'enquête entre eux. T'en as certains qui vont un peu se cacher. T'en as d'autres qui vont révéler une partie un peu plus virile, et t'en as certains qui vont commencer à douter, qui vont se dire ah, attends, qu'est-ce que t'as fait il y a 15 ans, pendant une semaine t'étais parti là, c'est quoi ton excuse? Et il commence à y avoir des tensions qui vont commencer à monter chez chacun. T'en as certains qui vont vraiment se mettre de côté, qui s'en foutent, et
ce que j'ai trouvé super, c'est que plus le film avance, plus tu as de la tension au niveau de ces personnes, et plus tu commences un peu à comprendre leurs intentions, à se révéler la nature profonde des personnages. Et encore, tu as un huis clos, mais tu arrives à ressentir toute l'époque. Qu'est-ce qui se passait réellement dans les réseaux de résistants d'époque. Et tout est filmé donc dans une espèce de maison de campagne. Et ce que j'ai aimé, c'est que d'un point de vue mise en scène, il y a certains partis pris que j'ai trouvé vraiment surprenants, surtout pour un film qui a 60 ans maintenant. Ouais. Notamment, à un moment, tu as un personnage qui va se dire écoutez, je m'en fous de votre histoire, laissez-moi regarder mon catch. Et en fait, quand il va regarder le catch, la caméra va se centrer sur la télé et elle va, comme si elle entrait dans la télé, on va passer à travers l'écran et on va commencer à filmer le match de catch. Mais comme si c'était un espèce de plan séquence, quoi. Et visuellement, ça rend super. Et là, il y a un casting de fou dans ce film. On a Lino Ventura, qui était encore assez jeune, dans les années 60. On a Danielle Darieux, donc, qui joue l'héroïne, qui est très très belle. Serge Reggiani, qui est connu pour certaines chansons, ou surtout en tant qu'acteur pour des grands films. Et un autre acteur qui s'appelle Paul Meurice, que j'ai découvert là, qui est très peu connu, bizarrement, mais que j'ai découvert dans certains films de Clouzot, notamment Les Diaboliques, où à chaque fois, cet acteur, c'est comme s'il écrasait tout le monde. Enfin, il a un charisme de fou. Il joue souvent soit les flics ou les avocats, mais quand il est là, tu te dis putain, ce gars il a un coup d'avance, un peu à Sherlock Holmes des fois. Mais il est fou. Et dans ce film là, il a encore un rôle très bon. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils vont avoir des techniques pour essayer de savoir qui a menti. Genre, t'as par exemple Lino Ventura qui dit non mais un vrai mec, il devrait prendre ce flingue et se tirer une balle dans la tête. Ou t'as un autre qui disent bah tiens, on n'a qu'à voter pour savoir qui on pense être le coupable. Et vraiment, c'est un peu un whodunit, savoir qui a vendu le réseau. Et c'est très bien mené. Et, franchement, je le conseille totalement. Okay. Alors, moi, mon numéro 4 ensuite, c'est une saga que j'ai découverte pendant le confinement, c'est John Wick. Donc John Wick, j'ai vu tome 1 et tome 2. Hein. Il y a 3 films qui sont sortis, un 4ème qui est en production. Et du coup, que dire de ce film? Alors c'est donc, ça raconte l'histoire d'un mec qui vient de perdre sa femme, qui est en deuil, et qui prend un chien pour passer à autre chose, pour faire son deuil. Et ce chien en fait va être tué par des braqueurs qui du coup appartiennent à la mafia. Et John Wick du coup va pas du tout apprécier ça et va aller se venger en allant tuer un à un les membres donc, de cette mafia jusqu'à trouver ceux qui ont tué son chien. Parce qu'en fait, comme souvent dans ce genre de film, les gars de cette mafia sont attaqués aux mauvais gars. Voilà. Mais pour moi, ça va au-delà d'un film simplement genre tu m'as embêté, je vais te tuer. T'as vraiment une création d'univers avec finalement toute une société d'assassins et le gars il a un passé qui est hyper trouble et tout ça. Et c'était un espèce de tueur à gages super entraîné. Tout le monde le craint, c'est un peu vu comme une légende. Ouais, c'est ça, c'est le Baba Yaga. Et franchement, ouais, c'est ce que j'ai vraiment kiffé, c'est l'univers qui va avec. On retrouve donc un Keanu Reeves donc en super forme en plus, il a l'air de s'éclater dans son rôle. Et puis beaucoup de cascades qui sont. Il n'y a pas beaucoup d'effets numériques dans les cascades, c'est souvent quelque chose de travaillé en réel quoi. Ouais, et du coup là ça rend le truc encore plus kiffant. Ouais. Donc franchement, pas détaillé pendant 15 plombs parce que c'est une saga qui mérite de se découvrir aussi comme ça. Et puis comme on parlait tout à l'heure, c'est vraiment une création de personnage parce que là ils se sont dit tiens on va pas s'adapter d'un comics, pas s'adapter d'un film des années 80 ou tout ça, là on va créer un personnage et ensuite il va être développé dans le 2 et le 3 de façon à chaque fois qui va rajouter des choses. C'est à chaque fois des suites qui rendent tout l'univers encore plus concret, encore plus puissant. C'est assez rare finalement de ce genre de personnage. Ouais, c'est vrai. Ça amène une espèce de bouffée d'air frais. Quoi. Ouais, parce que ça faisait un moment que dans les années 80, on était assez commun, on va dire, avec les Rocky, Rambo, qui étaient des personnages qui avaient été créés, Indiana Jones, etc., qui ont été créés, qui ont été développés sur plusieurs années. Et là, on revient à ce genre de choses, ce qui était plus peu commun du coup depuis quelques temps, depuis le temps on va dire surtout que c'est les super-héros et les remakes qui sont un petit peu... Mon numéro 4, j'ai mis un film japonais de 2017 réalisé par Koji Fukada.
Donc j'ai rattrapé sur Arte Replay, parce que là ils passaient toute une... comment dire, ils avaient fait toute une sélection de films qui étaient passés à Cannes, surtout dans Un certain regard, etc. Et là, celui-là, je m'étais dit, ouais, harmonium et tout, ça a l'air assez intéressant, visuellement. Et le film est extrêmement puissant. En fait, c'est un père de famille qui travaille dans son garage, travaille un peu le métal, qui a une fille et sa femme, comme ça, ils sont tranquilles. Sa fille joue de l'harmonium, donc c'est une espèce de clavecin, piano clavecin. Et un jour, il y a un ancien ami du père qui arrive comme ça chez eux, qui dit tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bah tiens, t'as qu'à rester manger, bah tiens, t'as qu'à prendre une chambre chez nous, tu seras tranquille. Et la mère de famille dit bah tiens, c'est qui ce gars, pourquoi est-ce que tu nous l'imposes? Je fais non, ça se passera comme ça, voilà, il va vivre avec nous maintenant. Ok, d'accord. Et puis, plus le film avance, plus tu apprends un peu le passé de ce mec, mais pas avec des flashbacks, à travers certaines phrases. À un moment, il va dire ouais, vous savez, en fait. Donc il va le dire à la mère de famille, ouais en fait j'étais en tôle pour avoir tué quelqu'un. Et là la mère de famille elle va dire c'est un peu bizarre, mais elle va pas être totalement dans le rejet, elle va être un peu dans, comment dire, un peu dans l'enquête. Et puis plus le film avance, plus tu vas comprendre qu'il y a une relation qui est pas forcément que amicale avec son père, qui peut-être qu'il lui en doit une, tu vois, il était en tôle pour certaines choses. Et plus le film avance, plus, comment dire, il va y avoir une espèce de petite musique un peu malsaine. Voilà, comment dire. Au niveau réel, c'est extrêmement doux, ça se suit très facilement, et il y a toujours ce petite inquiétude. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont très choquantes, mais vu que la réelle est très douce, et ben ça va être encore plus choquant. Parce que vraiment, c'est totalement imprévisible. Et il y a un développement de personnage qui est très très intéressant, on est en totale empathie avec ce qui se passe. Et c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Et du coup, quand on arrive à la fin, on a une scène finale, moi qui m'a mis... J'étais choqué totalement. Et ça s'arrête juste quand il faut. Et comment dire, quand t'as le générique qui défile, t'es comme ça quoi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est horrible. Là, au niveau du casting, il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus. Mais il y en a un donc, qui joue cet ami qui sort de tôle, qui est joué par Tadanobu Asano, qui jouait l'asiatique dans Thor, dans les 3 Thor, et qui joue aussi dans 47 Ronin, qui est un peu un acteur qui est un peu embauché aux États-Unis pour 2-3 rôles. Mais là franchement, il est ultra puissant, et le film lui-même est ultra puissant, et je vous le conseille totalement. Alors, on passe au top 3. Ouais. Et donc moi, mon top 3, c'est un film de Guy Ritchie, c'est Code Uncle, ou Man's from Uncle. Donc, Agents très spéciaux, ou un truc comme ça. Agents très spéciaux, ouais, un truc comme ça en version française. Et donc du coup, ici, c'est un film qui se passe dans les années 60, adapté d'une série des années 60, où on va avoir une mission qui va être confiée à 2 agents, un russe et un américain. Donc en pleine guerre froide, évidemment que ça va faire des étincelles. C'est un film d'espionnage, mais d'espionnage fun, c'est-à-dire que c'est pas une parodie, mais il va y avoir de l'action avec des blagues, enfin, il y a un mélange d'action et d'humour qui est très bien fait, avec un montage très dynamique, comme Guy Ritchie peut très bien le faire. Et des scènes d'action qui sont bien foutues. Des scènes d'action qui sont super bien foutues. On peut voyager à travers le monde, il va y avoir des scènes à Rome, une course-poursuite en Vespa et tout, c'est très très bien foutu. On a Henry Cavill et Amy Armour qui ici donc, jouent les 2 espions. Donc Henry Cavill joue l'américain et Amy Armour donc le russe. Et l'alchimie marche super bien, le duo marche super bien. Les 2 acteurs sont très bons dedans. Et franchement, c'est un film, si vous aimez bien les montages dynamiques, si vous aimez bien les films d'action avec un peu d'humour, foncez, c'est dans ce que fait Guy Ritchie, c'est dans le top de ce que fait Guy Ritchie. Moi, c'est mon préféré. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que des fois, tu as des scènes d'humour, vraiment en arrière-plan, où tu vas avoir une scène sérieuse à l'avant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on va pas pouvoir se sortir. Et à l'arrière, tu as un gars qui est en train de souffrir, ou une chaise électrique à un moment donné. Et du coup, tu dis, attends, c'est horrible ce qui se passe à l'arrière et tout, ils s'en rendent pas compte et tout. Ça, c'est super fun. J'adore quand ils font ça. C'est vrai que le coup de la chaise électrique est très drôle. Ouais. Voilà, donc tout simplement, voilà, Guy Ritchie, il a pas fait que du bon, mais ça, c'est du très bon Guy Ritchie, donc foncez si vous l'avez pas fait. Alors, mon numéro 3,
J'ai mis le premier film de Jaco van Dormel, Toto le héros, à ne pas confondre avec les blagues de Toto, qui va sortir à la rentrée. On se réjouit d'avance. Voilà, donc Jaco van Dormel, un réalisateur belge, qui avait fait Le 8e jour, super film de fin des années 90, Monsieur Nobody, avec Jared Leto, superbe, et Le Tout Nouveau Testament, avec entre autres Paul Lord, qui était donc chaque fois un cinéma assez surprenant, qui prend le réel et se lance dans le fantastique. Mais il n'y a que lui qui fait ça. Donc visuellement, c'est très marqué. Alors ce film, en fait, je l'ai rattrapé sur la plateforme de France Télévisions, qui reprend plein de films qui ont marqué la quinzaine des réalisateurs. Donc celui-là, il est encore visible sur la plateforme, il y en a à peu près une quinzaine. Ils ne sont pas tous très intéressants. Mais celui-là, je m'étais dit, j'adore tous ces films, il faudrait absolument que je voie son premier. Et là, Toto le héros, en fait, l'histoire de base, ça peut faire penser un peu à La vie est un long fleuve tranquille. Donc dans La vie est un long fleuve tranquille, on a une infirmière qui à un moment est très en colère et échange voilà, les prénoms, les prénoms de deux gamins, et en fait, il y en a un qui devient pauvre et l'autre qui devient riche. Alors bref, j'ai grandi dans la mauvaise famille. Et là, en fait, on a Michel Bouquet, donc Toto vieux, donc, qui est joué par Michel Bouquet, donc Thomas, qui va faire un peu le bilan de sa vie et qui va en vouloir à son voisin parce qu'il est persuadé que quand il était enfant, il a été échangé à la naissance et qu'en fait, sa vie superbe, riche, plein d'aventures, quelqu'un l'a vécu à sa place. Et pendant tout le film, on va avoir des flashbacks sur son enfance où il va se dire, tiens, le voisin qui est riche, ah là là, son père, ça devrait être mon père. Et par exemple, il va avoir une relation avec sa sœur qui va être assez trouble. Il va être un peu amoureux de sa sœur. Et toutes les femmes qu'il va rencontrer dans sa vie, ça va un peu lui rappeler sa sœur. Et il va y avoir toujours une relation un peu douteuse par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le frère de ce Thomas, en fait, quand il est adulte, il est joué par l'acteur qui joue dans Le 8e jour. Donc l'acteur handicapé, qui apparaît finalement dans tous les films de ce réel. Et bon, c'est toujours intéressant de le placer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du scénario qui n'est pas du tout linéaire, ce qui est intéressant, c'est le côté onirique et fantastique qu'il peut y avoir. Par exemple, visuellement, on va avoir beaucoup de poésie. On va avoir par exemple des scènes où il va jouer du piano avec son père et chanter du Charles Trenet. Et quand il va se souvenir de son père, en fait, au lieu d'avoir un flashback, on va avoir lui qui va rouler en voiture et un camion qui va le doubler et la bâche arrière du camion qui va se lever. Et là, on va avoir son père dans le camion en train de jouer du piano. On a un petit peu ça aussi dans Le 8e jour, par exemple, quand on a Luis Mariano qui va chanter directement sur le capot de la voiture quand le personnage va se souvenir d'une chanson qu'il entendait quand il était enfant. Donc visuellement, c'est très riche, c'est extrêmement poétique, très touchant, et je vous le conseille totalement. C'est vraiment un petit bijou. Voilà, alors ensuite, mon numéro 2, c'est un classique de l'humour américain. C'est donc un film que j'ai vu sur Canal+, et j'ai vu une critique des gardiens du cinéma qui parlait des trucs qu'ils trouvaient le plus drôle, les meilleures comédies. Et dedans, ils avaient mis Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et film que je n'avais pas vu, alors j'avais vu tous les Y a-t-il un flic. Et j'avais adoré les Y a-t-il un flic quand j'étais gosse. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de regarder Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et bon, en termes de scénario, je ne vais pas vous raconter quoi que ce soit, il y a un problème, il n'y a plus de pilotes dans l'avion parce qu'ils sont malades. Et il y a un mec qui est un ancien pilote de chasse, mais qui n'a pas conduit depuis des plombes, qui doit reprendre l'avion et qui doit le faire atterrir sans tuer tout le monde. Et en fait, de ça vont naître énormément de situations comiques. Et c'est vraiment de l'humour absurde. C'est des trucs, c'est insensé, mais ça devient très drôle tellement c'est insensé. Et puis ça vieillit super bien. Et ça vieillit super bien parce que... vu que c'est de l'absurde, on se dit ouais, ça pourrait être encore maintenant, ça pourrait marcher quoi. C'est pas comme un film d'humour politique ou un humour politique où c'est limité à une certaine période. Voilà. Là c'est vraiment... ça joue beaucoup sur le visuel. C'est ça. Sur l'arrière-plan. Sur l'arrière-plan, je pense qu'au deuxième visionnage on peut revoir des blagues qu'on n'a pas forcément vues au premier visionnage. Il y a des petits détails qui sont très drôles. Et c'est comme tous les films de Y a-t-il, c'est vraiment bourré de blagues et c'est très drôle. Je peux pas en dire
pendant que je vais pas en parler 15 plombs, mais voilà, il y a beaucoup Non, de il blagues. y a des gars qui sont vraiment super bien trouvés. Moi je me rappelle, j'ai vu ce film quand je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans. Mes parents qui disaient putain, qu'est-ce que c'est con ce film. Je disais, oui, mais c'est super drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme Qui a tué Pamela Rose, c'est le genre de film, c'est l'humour très con, Ouais. mais justement c'est tellement con que ça devient hyper Ah oui, drôle. oui, mais c'est très maîtrisé quoi. Mais il faut que ce soit maîtrisé quand même, c'est vrai Voilà. que là c'est le genre de truc qui maîtrise son art, quoi. C'est bien mené. C'est contrairement à le film qui est souvent cité pour dire à l'encontre, c'est Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, Ouais. qui est le dernier, Y a-t-il un flic qui n'a même pas les mêmes réals, Ouais. et qui est beaucoup moins, C'est raté apparemment. beaucoup moins bien. Avec Ophélie Winter. Ouais, qui est une alien. Ouais. Voilà pour le numéro 2. Alors mon numéro 2, j'ai mis Laurence Anyway de Xavier Dolan. C'est un film québécois que j'ai vu sur Netflix. Alors ce qui est bien avec Netflix, c'est que là ils commencent à faire des rétrospectives par réalisateur. Genre par exemple, tu as énormément de films de Jacques Demy Ouais. ou de Truffaut. Et puis il y avait aussi Ghibli qui avait aussi. Oui, Ghibli, voilà, Ouais, Ghibli, t'avais tous les Ghibli. Et là, ils ont pris quasiment tous les films de Xavier Dolan. Donc Xavier Dolan qui a fait des films comme Tom à la ferme, Les Amours imaginaires ou Mommy. Donc c'est un réalisateur qui est considéré à la base comme un cinéma de LGBT, donc il traite beaucoup d'homosexualité. Bon, ce qui est vrai, il y a souvent beaucoup d'homosexuels dans ses films, mais c'est pas vu uniquement comme une espèce de cinéma militant. Tandis, regardez, les homosexuels, ils sont pas bien traités, il faut absolument que les choses changent. Non, en fait, il parle d'histoire d'amour, et il se trouve que ces personnes sont souvent homosexuelles. Là, dans le cas présent, c'est un professeur qui est joué par Melville Poupeau, qui en fait assume un jour, au regard de sa femme, sa part de féminité. Et surtout le fait de s'habiller comme une femme. Donc il le révèle à sa femme, et au lieu de le voir comme un choc, en train de lui dire bah écoute, si t'es habillé comme une femme, on peut plus vivre ensemble et il faut absolument qu'on se quitte, et ben elle dit bah non, on est amoureux de l'un d'autre. Il fait oui, on est amoureux, et ben on va vivre avec ça. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que pendant le film, il y a beaucoup de personnes qui vont pas du tout l'accepter, notamment sa mère, par exemple, jouée par Nathalie Baye, qui va avoir beaucoup de mal avec ça, et qui va le prendre de façon un peu cynique, et sa hiérarchie de prof, qui va avoir beaucoup plus de difficultés à l'accepter, qui va voir ça comme une espèce de déviance, vue à travers les lettres des parents d'élèves, mais les élèves eux-mêmes, ils vont l'accepter totalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ce couple qui va évoluer à travers les âges, qui vont se quitter, qui vont se remettre ensemble, qui vont par exemple rencontrer des groupes d'amis qui vont être très très ouverts, mais d'une certaine façon avec leur propre morale. Donc nous, on va un peu naviguer à travers tous ces regards, et on va avoir surtout une morale de fin que je ne vais pas forcément révéler, mais l'idée c'est un peu de dire, est-ce que ça sert vraiment à grand chose de retenir quelqu'un à tout prix si on n'a plus grand chose à se dire? Et ça c'est assez rare dans les films, généralement, tu vois, ça finit bien, ça finit mal. Et là on a une espèce d'entre-deux qui est assez puissant. Alors le cinéma de Xavier Dolan, ça plaît pas à tout le monde, parce que parfois ça part un petit peu dans la sensiblerie, mais moi ça me touche profondément, et il y a un rapport au visuel qui est super, qui est vraiment formidable, et surtout dans ce film, qui joue énormément sur les couleurs, sur des espèces d'envolées lyriques. Il joue énormément aussi sur la bande son. Il y a des musiques des fois qui viennent de façon assez improbable, mais qui participent au récit. Et vraiment c'est une bulle de beauté et une vraie romance, et dans tout ce que ça peut avoir de tragique. Et franchement celui-là il m'a touché encore plus que Mommy, que j'adore. Mais là pour moi c'est actuellement le meilleur Xavier Dolan. Donc je suis très content d'avoir rattrapé, et merci Netflix. Et enfin mon top 1, c'est un film que j'ai rattrapé aussi pendant le confinement, c'est Scott Pilgrim, donc de Edgar Wright, donc qui a fait notamment La trilogie Cornetto, mais aussi récemment Baby Driver. Ouais, super. Donc toujours un montage très dynamique, qui va ici nous faire donc une adaptation d'un comics, donc un comics qui s'appelle donc Scott Pilgrim, où on suit un jeune homme qui va tomber amoureux d'une fille, et il va rencontrer les ex
de tous les ex de cette fille. Il va devoir les combattre. Et il va devoir les combattre comme dans un jeu vidéo, comme si c'était des boss de jeux vidéo. Et puis chacun a un caractère très identifié. Il va rencontrer à chaque fois des personnages très différents. Le skater, le vegan. Ouais, je crois qu'il y a celui qui fait du football américain aussi. Enfin, il y a vraiment tous les stéréotypes américains qui en plus sont représentés. Ouais. C'est un peu comme s'ils avaient adapté à un jeu vidéo, parce que vraiment, il y a tous les codes du jeu vidéo qui sont mis en place ici. Alors je sais pas, j'ai pas lu le comics d'origine, mais en tout cas, en termes de visuel, en termes de mise en scène, c'est super bien fait, super bien réalisé. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est grâce à Zoltan, la critique Zoltan, que j'ai vu ce film. Ça faisait un moment que je voulais le voir, et puis il a fait une vidéo sur la mise en scène de ce film. Je vous invite à le voir, c'est vachement bien fait. Donc voilà, ça c'est très bon film, très dynamique. Si vous aimez bien les jeux vidéo, si vous aimez bien les adaptations de comics, on reste un petit peu dans le style quand même. Et puis si vous aimez bien Edgar Wright, foncez. Ouais, c'est un de ses meilleurs, franchement. En termes de mise en scène, voilà. Puis il y a ce qu'on disait en off, c'est que il y a aussi des changements de décor qui sont faits en même temps en fait que. Un peu comme Michel Gondry, Scott va rentrer dans une pièce et puis le décor à l'arrière va changer. Et puis quand il va ressortir, finalement il va se retrouver dans le bar, alors qu'avant il était chez lui. Et c'est tourné de façon très dynamique. Et ce que j'aime bien aussi, par exemple, quand il bat un boss, en fait ils vont se transformer en pièces. Comme dans les jeux vidéo, quand des fois tu tues quelqu'un, bam, tu vas récupérer les récompenses, tu te jettes sur les pièces pour récupérer de l'argent. Ou tu peux choper une vie. Ouais, c'est ça, et c'est super bien fait. Voilà, je trouvais ça très drôle en plus, donc franchement très frais. Et ça date de 2010 et pourtant c'est... il n'a pas eu énormément de succès, il a vraiment eu un succès d'estime et il est devenu quasi culte après, mais c'est pas vraiment le film qui a été peut-être suffisamment vendu ou les producteurs ne savaient pas forcément comment le vendre. C'est sûr, mais... Et puis du coup ça donne envie vraiment moi de lire le comics, j'essaierai de me le procurer pour rattraper ça, pour comparer. Et voilà. Alors mon top 1, c'est un film qui est sorti en 2014, qui est aussi disponible sur Netflix, un film suédois qui s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, donc une adaptation d'un bouquin, je crois que ta copine l'a lu. Ouais, c'est ça, il paraît que c'est vachement bien. Elle a aimé le film aussi, elle a lu le film et elle a lu le bouquin. J'ai lu que c'était bien adapté, alors j'ai pas lu le bouquin de base. C'est réalisé par Félix Herngren, donc qui n'a pas réalisé grand chose, mais je sais qu'il a fait une suite de ce film qui s'appelle Le vieux qui voulait pas payer son addition et qui est sorti directement sur Netflix, donc je le regarderai je pense à l'occasion. Et là en fait l'histoire c'est simplement un vieux centenaire qui arrive au jour de son anniversaire, donc t'as tous les soignants qui font un énorme gâteau avec plein de bougies, et en fait lui il se dit non j'ai pas envie, on est marre, je me casse. Et du coup il quitte sa maison de retraite et il se dit tiens je vais prendre le premier train pour aller ailleurs. Et là il rencontre un junkie qui a un sac de thunes et il lui dit tiens tu peux surveiller mon sac pendant que je vais aux toilettes. Donc là il va se tirer un rail de coke et en fait lui se barre, il prend le premier train avec la malle pleine de billets et il se casse. Et du coup il arrive au chef de gare de la ville d'après et il y a Junkie qui commence à le poursuivre, il fait qui c'est qui m'a volé ma mallette et là il va commencer à demander au chef de gare tiens dis-moi qui c'est, il va le poursuivre, donc ce Junkie il va les attaquer et le deuxième chef de gare il va le cacher dans une chambre froide et en fait ils vont l'oublier, donc le matin il va être mort et du coup ils vont se retrouver avec un corps, avec une malle pleine de thunes et en fait ils vont commencer à entrer dans une espèce de pérégrination où ils vont rencontrer à chaque fois des nouveaux personnages de plus en plus loufoques et ça va entrer un peu dans une espèce de mode thriller polar hyper drôle, un peu l'humour scandinave, un peu un peu sanglant comme ça, mais humoristique. Et à parallèle de ça, on va avoir toute la jeunesse donc, de ce centenaire et son enfance en Europe, où par exemple il se dit tiens je n'ai pas du tout trouvé de but dans ma vie, mais je suis doué pour un truc, je suis doué pour faire péter des trucs. Et en fait il adore utiliser du TNT ou de la dynamite pour faire exploser des petits objets.
Et puis, tu vois, par exemple, à un moment, tu vas voir lui en voix off qui dit ah, j'aurais peut-être pas dû cacher de la dynamite sous cet amas de rochers. Et là, tu vois, je crois, le boulanger du coin avec sa maîtresse, il s'arrête pour pisser. Et puis là, il voit le bâton de dynamite avec la mèche allumée. Et là, bam, tout qui explose. Et son corps qui est éparpillé, c'est horrible. Et là, le gamin qui fait oh, merde. Et bam, on va le retrouver après en hôpital psychiatrique. Et quand il va sortir de l'hôpital psychiatrique, il va se retrouver après en Espagne, dans la guerre contre Franco. Mais vraiment, le gars qui est là par hasard. Un petit peu dans une moindre mesure comme Forrest Gump. Il rencontre ou il vit des choses complètement par hasard, sans vraiment le vouloir. Et là, pendant la résistance, il va faire péter des ponts ou des voies de chemin de fer. Et il va se dire, bah tiens, je suis doué pour ça. Et je suis acclamé pour ça. Et ensuite, il va rencontrer Franco, il va rencontrer Staline, vraiment des figures importantes. Et en fait, pendant toute sa vie, il a fait péter des trucs. Et par exemple, il participe au projet de la bombe atomique. Mais vraiment sans le vouloir, tu vois. Et les ingénieurs, ils disent, ah bravo, merci à toi. Et on a ces deux histoires en parallèle. Le rythme, il est fou. À aucun moment on s'ennuie. On va avoir dans l'aspect présent toute une bande de gangsters à 2 balles qui vont essayer de le poursuivre, les flics qui vont faire une enquête à moitié bonne, qui vont laisser de côté. L'humour est hyper fin et je vous dis c'est super rythmé, c'est vraiment un énorme conseil et c'est vraiment un petit bijou. Voilà. Bon bah du coup on a fini notre top 5. Et bah on va pouvoir revoir des films au cinéma à partir de lundi 22. Et je pense qu'on refera une vidéo peut-être début août pour les films qu'on a vus fin juin et début juillet. Je pense, ce sera plus simple. Et puis même, il y a même pas qu'au cinéma, j'ai vu qu'il y avait 2-3 sorties Netflix qui me tentaient bien. C'est ça un truc avec Alban Lenoir. Ouais, avec Alban Lenoir qui sort 2 jours après qu'on ait tourné ces vidéos. Donc je l'aurais sûrement vu. Et puis donc plein mal de choses qui vont ressortir. Donc voilà. On se retrouve du coup très bientôt après la réouverture des cinémas. Et sur ce, on vous dit finité. Et une cantatem.